Au milieu d'un événement rempli de Ferrari et de Lamborghini rutilantes, une jeune mécanicienne arriva au volant d'une vieille coccinelle bleue délavée. Les regards se posèrent aussitôt sur elle, les rires aussi. « Cette bouse ne vaut pas un centime !» cria un homme d'affaires en riant, tout en filmant sa voiture pour parier sur les réseaux. Mais ce que personne n'attendait, c'est que cette jeune femme en salopette sale et aux mains tachées de graisse ferait en quelques minutes ravaler leurs paroles à tous les millionnaires de ce parking. Et quand elle ouvrit le capot de cette coccinelle, personne ne crut ce qu'il vit. Abonnez-vous à la chaîne et dites-nous en commentaire de quelle partie de la France ou du monde vous regardez cette histoire. Mes chers amis, laissez-moi vous raconter une histoire qui m'émeut encore quand je m'en souviens. C'est l'histoire d'une jeune femme nommée Isabelle Dubois, âgée de seulement 24 ans, qui vivait à Lyon, en Rhône-Alpes. Car celle-ci en fait partie. Et croyez-moi, quand vous entendrez ce qui s'est passé ce samedi d'octobre, vous comprendrez pourquoi je devais partager cela avec vous. Isabelle se réveilla à 5h30 du matin, comme tous les jours. Elle vivait dans un petit entrepôt, dans le quartier de Vèze, qui servait à la fois d'atelier mécanique et de maison. C'était un espace simple, humble, qui sentait en permanence l'huile de moteur et la graisse. Au fond, séparée par une cloison en contreplaqué, il y avait une minuscule chambre avec un lit simple, une vieille armoire et une petite table avec un vieil ordinateur portable. C'était tout ce qu'elle possédait au monde. Vous devez comprendre une chose à propos d'Isabelle. Elle était complètement seule dans la vie. Ses parents sont morts dans un accident de voiture quand elle n'avait que 6 ans. Imaginez, une enfant de 6 ans perdant père et mère d'un coup. C'est son grand-père Jean-Pierre, un mécanicien respecté dans la région, qui l'avait élevé depuis. Il lui avait tout appris. Comment tenir correctement un tournevis, comment écouter le rugissement d'un moteur et savoir exactement ce qui n'allait pas, comment respecter chaque pièce, chaque vis. Pour Jean-Pierre, la mécanique n'était pas seulement un travail, c'était un art, une façon de prendre soin des choses et des gens. Mais 3 ans avant ce samedi-là, quand Isabelle avait 21 ans, son grand-père Jean-Pierre eut une crise cardiaque foudroyante alors qu'il réparait la boîte de vitesse d'une Renault 5 de 1987. Ce fut soudain, sans avertissement. 1 minute, il était là, vivant, discutant avec elle du réglage des soupapes, et la minute suivante, il n'était plus là. Isabelle fut anéantie, détruite. Du jour au lendemain, elle se retrouva complètement seule au monde, sans parents, sans grand-père, sans personne, juste elle, l'entrepôt rempli d'outils et cette coccinelle bleue délavée de 1969 que son grand-père gardait comme un trésor sacré. Et croyez-moi, cette coccinelle était vraiment spéciale, pas par son apparence, car à vrai dire, de l'extérieur, elle semblait tomber en morceaux. La peinture bleue était délavée, écaillée à plusieurs endroits. Il y avait des bosses sur la carrosserie, les pare-chocs étaient rouillés. N'importe qui en la voyant dirait « c'est une épave qui devrait être à la casse ». Mais pour Isabelle, cette voiture était le seul lien qu'elle avait encore avec son grand-père, avec ses parents, avec tout ce qui avait été sa famille un jour. Ce samedi matin-là, Isabelle était particulièrement nerveuse. Sur la petite table, à côté du lit, il y avait un billet plastifié, soigneusement rangé. Supercar du Sud 2025, centre de convention Eurexpo, entrée VIP, 150 €. Vous n'allez pas le croire, mais elle avait économisé pendant 8 mois pour acheter ce billet. 8 mois, économisant euro par euro, se privant de nourriture, renonçant à acheter des vêtements, se refusant tout luxe, tout cela pour pouvoir entrer dans cet événement exclusif qui réunissait les voitures les plus chères et les plus luxueuses de la région sud. Pourquoi voulait-elle tant y aller? Ce n'était pas pour se montrer, ni pour prendre des photos à poster sur les réseaux sociaux. Isabelle voulait voir les moteurs. Elle voulait observer de près l'ingénierie des supercars, comprendre comment fonctionnaient ces puissants propulseurs, apprendre de chaque détail technique. Pour elle, c'était comme un musée, une université gratuite, où elle pouvait absorber des connaissances. Car voyez-vous, Isabelle n'avait pas l'argent pour faire des études d'ingénierie mécanique. Alors elle étudiait seule, grâce à des vidéos sur YouTube, des cours en ligne gratuits,
des manuels techniques en PDF qu'elle trouvait sur Internet. Toutes les nuits, après avoir travaillé 12-13 heures à l'atelier, elle restait jusqu'à l'aube à étudier sur son vieil ordinateur portable, prenant des notes dans des cahiers usés, essayant d'absorber tout ce qu'elle pouvait sur les moteurs, l'injection électronique, le taux de compression, le flux d'air. Mais ce que personne ne savait, et c'est important, faites attention, c'est qu'Isabelle avait appliqué toutes ses connaissances à quelque chose d'extraordinaire. Pendant les 3 ans, depuis la mort de son grand-père, travaillant en secret dans les nuits silencieuses, elle avait complètement transformé le moteur de la coccinelle. Ce n'était plus le moteur Boxer 4 cylindres refroidi par air d'origine. Non, vraiment pas. Sous ce capot délavé et bosselé se trouvait quelque chose qui défiait toute logique, toute attente. Mais cela, eh bien, vous découvrirez plus tard ce qu'elle avait construit. Ce matin-là, Isabelle prit une douche rapide dans la douche improvisée de l'entrepôt, enfila son unique jean, qui n'était pas déchiré, bien qu'il fût très usé et délavé. Elle mit un simple t-shirt gris et chaussa ses baskets les plus propres, qui étaient tout de même usées et dont la semelle commençait à se décoller. Elle se regarda dans le petit miroir fissuré, accroché au mur, et soupira. Ce n'était pas la tenue appropriée pour un événement de luxe, elle le savait, mais c'était tout ce qu'elle avait. À 7 heures du matin, Isabelle sortit de l'entrepôt et se dirigea vers l'endroit où la coccinelle était garée, recouverte d'une vieille bâche. Elle retira la bâche avec soin, comme quelqu'un qui découvre quelque chose de précieux, et regarda la voiture. De l'extérieur, elle ressemblait vraiment à un désastre, mais quand Isabelle mit la clé dans le contact et la tourna, le son qui sortit de ce moteur, ce son était différent, profond, rauque et puissant. Ce n'était pas le tac-tac-tac caractéristique d'une coccinelle ordinaire, c'était quelque chose de beaucoup plus sérieux, de beaucoup plus menaçant. Mais elle savait que personne ne le remarquerait. Les gens ne verraient que l'extérieur délabré et en tireraient leurs conclusions. Isabelle conduisit pendant 40 minutes à travers les rues de Lyon jusqu'à arriver au centre de convention Eurexpo dans la région de Vénissieux. Quand elle tourna à l'entrée du parking, son cœur commença à battre plus vite. Là, elles étaient, des Ferrari rouges rutilantes, des Lamborghini jaunes éclatantes, des Porsche argentés impeccables, des McLaren aux lignes aérodynamiques parfaites. Des voitures qui coûtaient des millions d'euros, toutes parfaitement polies, brillant sous le soleil du matin. Et là, elle était dans sa coccinelle bleue délavée, avec des bosses sur la carrosserie et la peinture écaillée. Elle se gara sur une place plus éloignée, essayant d'être discrète. Mais discret était exactement ce que cette coccinelle ne pouvait pas être. Non pas parce qu'elle attirait l'attention positive, mais parce qu'elle se distinguait comme une vilaine tache au milieu de la perfection. C'est alors qu'un homme apparut à côté de sa voiture. Philippe Leclerc avait 42 ans. Il portait un coûteux polo de la marque italienne Loro Piana, un pantalon de ville sur mesure et des chaussures en cuir qui coûtaient probablement plus qu'Isabelle ne gagnait en 3 mois. Philippe était grand, avait des cheveux grisonnants aux tempes qui lui donnaient un air distingué. Il portait une montre Rolex Submariner au poignet gauche et dégageait ce genre de confiance qui vient de n'avoir jamais eu à se battre pour quoi que ce soit dans la vie. Il regarda la coccinelle d'Isabelle et laissa échapper un rire. Ce n'était pas un petit rire discret, non. C'était un rire fort, moqueur, intentionnel. Il voulait que les autres entendent et continuez avec moi, car ce qui se passe maintenant va vous serrer le cœur. Philippe s'approcha de la vitre de la coccinelle, tandis qu'Isabelle était encore à l'intérieur, se préparant à descendre. Il frappa à la vitre avec ses phalanges, comme on frappe à la porte de quelqu'un. Isabelle baissa la vitre, qui descendait manuellement avec cette vieille manivelle, et le regarda. « Mademoiselle !» dit Philippe d'une voix forte, avec un sourire moqueur sur le visage. « Je crois que vous vous êtes trompé d'événement. » Il se retourna, s'assurant que d'autres hommes d'affaires et collectionneurs qui arrivaient entendent la blague. Isabelle sentit son visage rougir, mais garda sa voix calme. « J'ai un billet, monsieur. J'ai le droit d'être ici. »
Un billet? Philippe laissa échapper un autre rire. Vous avez dépensé de l'argent pour amener cette épave à un événement de supercar. La réponse calme d'Isabelle, au lieu de calmer Philippe, ne fit qu'empirer les choses. Vous savez, quand on rencontre une personne qui interprète l'éducation comme une faiblesse, c'était exactement le cas. Philippe vit cette jeune femme humble, aux vêtements simples, répondant avec respect, et quelque chose en lui, quelque chose de mauvais, quelque chose qui venait d'années d'arrogance non confrontée, décida qu'elle serait le divertissement du matin. Il sortit son téléphone de sa poche, un iPhone 15 Pro Max flambant neuf, et commença à filmer. « C'est ça, mes amis !» Il commença à filmer Isabelle et la coccinelle comme s'il documentait quelque chose d'absurde, de ridicule. Il commença à marcher autour de la voiture, narrant pour la caméra avec cette voix de celui qui rend un grand service au monde. « Les amis, regardez ce que j'ai trouvé ici, sur le parking des supercars du Sud. » Il parlait à la caméra avec un sourire large et cruel. Quelqu'un a vraiment pensé que cette épave méritait d'être ici parmi de vrais véhicules. Regardez l'état de cette peinture. Regardez ces bosses. Cela ne devrait même pas avoir passé le contrôle technique pour circuler dans la rue. Et encore moins être dans un événement exclusif. Isabelle descendit de la voiture, et quand elle se tint debout à côté de la coccinelle, Philippe laissa échapper un rire encore plus fort. Il la filma de la tête aux pieds, sans aucune pudeur, sans aucun respect. Et regardez la conductrice, elle va parfaitement avec la voiture. Vieux jean, t-shirt délavé, basket déchirée. Chérie, vous êtes sûr que vous n'êtes pas perdu? Le supermarché est à 3 pâtés de maison d'ici. Pouvez-vous imaginer l'humiliation? Une jeune femme de 24 ans qui avait économisé chaque centime pendant 8 mois, ridiculisée publiquement par un homme riche qui n'avait jamais eu à faire d'efforts pour quoi que ce soit. Isabelle sentit son visage brûler de honte, sentit les larmes menacées de monter, mais elle ne pleura pas. Elle n'allait pas lui donner cette satisfaction, et c'est là que d'autres commencèrent à s'approcher. Car l'humiliation publique a une terrible façon d'attirer le public. Les gens sont curieux, ils veulent voir le spectacle, ils veulent faire partie de la blague. Et certains, les pires types de personnes, veulent contribuer à la cruauté. Un homme d'une 50aine d'années, au volant d'une Ferrari F8 Tributo rouge qui coûtait plus de 500 000 €, arrêta sa voiture et descendit pour voir ce qui se passait. Son nom était Michel Bernard, homme d'affaires dans l'immobilier, propriétaire d'une entreprise de construction qui érigeait des immeubles de luxe à Lyon. Il portait des lunettes de soleil Cartier et avait ce bronzage artificiel de ceux qui fréquentent la salle de sport. « Mon vieux, qu'est-ce qui se passe ici ?» demanda Michel, riant déjà avant même de savoir de quoi il s'agissait. « Regarde ça, Michel, » répondit Philippe, filmant toujours. « Cette jeune femme a apporté cette chose à l'événement. J'étais justement en train de documenter cette situation insolite. » Michel s'approcha de la coccinelle, l'analysant avec une expression de pur dédain. « Nom d'une pipe, ça fonctionne encore ? Je pensais que des voitures comme ça n'existaient que dans les musées de la ferraille. » Il regarda Isabelle avec un sourire malicieux. « Ma petite, tu ne devrais pas plutôt vendre des churros sur le parking, au lieu de faire semblant d'appartenir à cet environnement. » D'autres hommes d'affaires, collectionneurs et passionnés, commencèrent à se rassembler. Certains filmaient avec leur propre téléphone portable, d'autres se contentaient de regarder avec ces sourires inconfortables de ceux qui savent que quelque chose de mal se passe, mais n'ont pas le courage d'intervenir. Et certains, les pires, se joignaient activement à l'humiliation. « Que quelqu'un appelle la sécurité », dit une femme d'une 40aine d'années, portant une robe de créateur et tenant un sac Hermès Birkin qui valait le prix d'une voiture populaire. Clairement, elle est entrée ici par erreur ou avec un faux billet. « Mon billet est vrai », protesta Isabelle, sortant le papier plastifié de la petite sacoche usée qu'elle portait. « J'ai payé 150 € pour ça. J'ai économisé pendant des mois. J'ai le droit d'être ici. » Philippe lui prit le billet des mains sans demander la permission. Il l'arracha simplement et l'examina comme s'il était un expert en contrefaçon. « Eh bien, le billet semble réel, admit-il.
à la déception visible de certains. Mais cela ne rend les choses que plus tristes. Vous avez dépensé près de 150 € pour amener cette saleté ici. Cet argent ne serait-il pas plus utile pour acheter, je ne sais pas, des vêtements décents, une formation professionnelle, n'importe quoi qui vous aiderait à sortir de cette situation? Quelle situation? Demanda Isabelle. Et pour la première fois, il y avait une pointe d'irritation dans sa voix. Oh, la situation d'être pauvre, ma chère, répondit Philippe avec une désinvolture choquante, comme s'il ne faisait que constater un fait évident. Écoutez, je ne vous juge pas, vraiment pas. Chacun a sa réalité, mais vous devez comprendre qu'il y a une différence entre notre monde et votre monde. Ici, il gesticula vers les voitures autour. C'est le monde de ceux qui s'y connaissent vraiment en automobile, de ceux qui peuvent payer pour l'excellence, pour la performance réelle, pour l'ingénierie de pointe. Cette petite coccinelle-là, eh bien, avec tout le respect que je vous dois, c'est un transport de pauvres. La foule qui s'était formée, déjà une trentaine de personnes, réagit de diverses manières. Certains rirent, d'autres semblèrent mal à l'aise, mais ne dirent rien, et quelques-uns commencèrent à faire leurs propres commentaires. « Une femme qui croit s'y connaître en voiture », murmura un homme d'une 60aine d'années, assez bas pour être entendu par Isabelle, mais suffisamment fort pour que d'autres l'entendent et rient. « Elle ne sait probablement même pas changer l'huile », ajouta un autre, plus jeune, d'environ 35 ans. « Elle a dû acheter le billet en pensant qu'elle allait trouver un mari riche ici », dit la femme au sac Hermès, provoquant des éclats de rire chez plusieurs personnes. Isabelle tremblait. Non pas de froid, le soleil d'octobre était déjà fort, mais d'un mélange d'humiliation, de colère, de tristesse et d'impuissance. Elle tenta d'expliquer. « Ma coccinelle est spéciale. » « Elle a spéciale, l'interrompit Philippe, laissant échapper un rire si fort qu'il résonna dans le parking. Chérie, la seule chose spéciale ici, c'est le courage, ou plutôt l'idiotie, d'être sortie de chez vous avec cette poubelle roulante. Écoutez, je vais être charitable. Je vais vous faire une faveur que personne d'autre ne ferait. Il rangea son téléphone dans sa poche, sortit son portefeuille, un portefeuille Montblanc en cuir véritable, et commença à compter des billets de 20 €. Je me sens généreux aujourd'hui. 100 €. Je vous donne 100 € pour cette ferraille. C'est plus que ce qu'elle vaut, beaucoup plus. Mais considérez cela comme une leçon de miséricorde. Vous prenez cet argent, vous achetez de meilleurs vêtements, vous faites un cours de manucure ou de coiffure, et vous commencez une vie décente. Il agita les 5 billets de 20 € en l'air devant le visage d'Isabelle pour que tout le monde voie. La foule réagit avec ce genre de rire nerveux, certains trouvant cela vraiment drôle, d'autres clairement mal à l'aise, mais sans le courage d'intervenir. 100 € pour une coccinelle, dit Michel Bernard. Philippe, tu es trop généreux. À la casse, il te donnerait au maximum 50 €. Je sais, répondit Philippe, tenant toujours les billets. Mais regardez là la pauvre, elle a clairement besoin d'aide. Je fais de la charité ici. Ce fut à ce moment-là que quelque chose changea en Isabelle. Avez-vous déjà vécu cela? Ce moment où l'humiliation est si grande, si profonde, si injuste, que quelque chose se brise simplement en nous. Ce n'est pas une colère explosive, ce n'est pas du désespoir, c'est une froideur, une clarté absolue, une détermination d'acier qui vient du fond de l'âme. Isabelle cessa de trembler. Elle regarda directement Philippe dans les yeux même, sans détourner le regard, sans scier. Et quand elle parla, sa voix était ferme, solide, inébranlable. « J'accepte vos 100 €. Le silence qui suivit fut absolu. Toutes les conversations s'arrêtèrent, tous les rires cessèrent. 30 personnes restèrent complètement silencieuses, traitant ce qu'elles venaient d'entendre. Philippe cligna des yeux, confus. « Quoi, j'accepte vos 100 € » répéta Isabelle, le regard toujours fixé sur lui. « Mais seulement si vous me battez dans une course d'accélération, de 0 à 100 mètres, votre voiture contre la mienne. » Le silence continua pendant encore 3 secondes, puis Philippe éclata de rire.
Ce n'était pas un rire amusé, c'était un rire de pur dédain, d'incrédulité absolue face à l'absurdité qu'il venait d'entendre. Ma petite coccinelle pathétique contre ma Porsche 911 Turbo S, réussit-il à dire entre deux éclats de rire. Vous savez combien coûte ma voiture? 500 000 euros. Vous savez combien de chevaux elle a? 640. Vous savez qu'elle passe de 0 à 100 en 7 secondes? Je sais, répondit Isabelle, toujours avec ce calme perturbant. Philippe secoua la tête, riant toujours. C'est la chose la plus idiote que j'ai jamais entendue de ma vie. Mais vous savez quoi? Pourquoi pas? Ce sera amusant. Ce sera absolument hilarant de vous voir perdre et de devoir admettre devant tout le monde ici que vous n'êtes qu'une mécanicienne de 5e catégorie qui ne sait absolument rien des vraies voitures. Si je gagne, dit Isabelle, et maintenant il y avait quelque chose de nouveau dans sa voix, et quelque chose qui fit que certaines personnes dans la foule prêtèrent vraiment attention. Vous me donnez 10 000 euros et vous vous excusez devant tout le monde ici. De vraies excuses, pas ce théâtre ridicule que vous êtes en train de faire. L'audace de la proposition laissa même Philippe momentanément sans voix. 10 000 euros était une somme absurde. Mais alors son ego, cet ego gonflé et toxique qui avait été nourri par des décennies de privilèges, parla plus fort. 10 000 euros, il rit. Je dépense 10 000 euros en un week-end. 10 000 euros. Ça ne fait aucune différence, parce que vous ne gagnerez pas. C'est physiquement impossible. Votre petite coccinelle a quoi? 50 chevaux? 60 si elle est en bon état contre 640. C'est des maths de base. Alors, vous acceptez le pari, insista Isabelle. J'accepte, déclara Philippe, ouvrant les bras de manière théâtrale. J'accepte avec plaisir. Que quelqu'un filme ça, s'il vous plaît. Je veux que ce moment soit immortalisé. La fille à la coccinelle défiant une Porsche pour une course. Ça va devenir viral. Immédiatement, plusieurs téléphones portables se levèrent, tous enregistrant. L'atmosphère changea complètement. Ce qui était une simple humiliation s'était maintenant transformé en spectacle. Les gens commencèrent à commenter avec animation, faisant des paris entre eux, riant d'avance du résultat qu'ils considéraient comme évident. L'un des organisateurs de l'événement, un homme d'une 50aine d'années nommé Alain Lefebvre, s'approcha pour comprendre ce qui se passait. Quand il apprit le pari, il eut cette expression partagée de celui qui sait que c'est une mauvaise idée, mais qui ne veut pas non plus manquer l'occasion de voir quelque chose d'inattendu. « Écoutez, dit Alain Lefebvre, officiellement, je ne peux pas autoriser de course sur le parking, mais si vous voulez faire une démonstration d'accélération, disons, je peux improviser un marquage de 200 mètres là-bas. » Il désigna une zone libre et large du parking. « Parfait !» s'exclama Philippe en applaudissant. « 200 mètres, c'est plus que suffisant pour prouver l'évidence. » La foule, qui dépassait maintenant les 50 personnes, se déplaça en masse vers la zone indiquée. Alain Lefebvre et quelques agents de sécurité prirent rapidement des cônes de signalisation et marquèrent une piste improvisée de 200 mètres, avec une ligne de départ et une ligne d'arrivée. Les deux voitures furent positionnées côte à côte. La différence était absurde, grotesque même. D'un côté, la Porsche 911 Turbo S, tout en ligne aérodynamique parfaite, peinture miroir, jantes en alliage de 20 pouces, pneus Pirelli P09, double échappement chromé, une voiture qui ressemblait à un missile prêt à être tiré. De l'autre côté, la coccinelle bleu délavé de 1969 avec des bosses visibles, la peinture écaillée, des pare-chocs rouillés, des jantes en acier simple avec des enjoliveurs en plastique fissuré. Cela ressemblait à la blague visuelle du siècle. Philippe entra dans sa Porsche avec toute la cérémonie d'un gladiateur entrant dans l'arène. Il ajusta le siège électrique, programma le système de contrôle de lancement, sélectionna le mode Sport Plus qui libérait les 640 chevaux intégralement. À travers la vitre, il fit un signe à la foule comme s'il était déjà le vainqueur. Il désigna Isabelle et fit un geste d'au revoir, enfantin et moqueur. Isabelle entra dans la coccinelle en silence. Elle ferma la porte qui grinça sur ses vieilles gonds, et un instant resta assise là, respirant profondément. Ses mains touchèrent le volant usé par le temps.
Elle pensa à son grand-père Jean-Pierre, pensa à toutes les nuits qu'elle avait passées à étudier. Elle pensa à toutes les heures qu'elle avait travaillé seule sur ce moteur, puis posa sa main sur le levier de vitesse manuelle, sentant le poids familier, l'ajustement parfait. Alain Lefebvre se positionna entre les deux voitures, leva la main en l'air. « Quand j'abaisserai la main, vous accélérez. 3, 2, 1. » Et il abaissa la main. Ce qui se passa dans les secondes qui suivirent, mes chers amis, fut quelque chose que personne là-bas n'oubliera jamais. Je dois vous faire comprendre, ce ne fut pas seulement un moment surprenant. Ce fut un moment qui défia toute la logique, toute la physique que ces gens connaissaient, toute l'arrogance qui avait été construite ce matin-là. Quand Alain Lefebvre abaissa la main, les deux moteurs rugirent. La Porsche de Philippe émit ce son caractéristique de moteur boxer turbo-compressé de haute performance. Un rugissement net, aigu, raffiné, comme le cri d'un animal de race pure. C'était le son de 640 chevaux, libérés par un système d'échappement conçu par des ingénieurs allemands dans des laboratoires de pointe. Mais le son qui sortit de la coccinelle d'Isabelle, mon Dieu, ce n'était pas le tac-tac-tac caractéristique d'une coccinelle ordinaire. C'était quelque chose de complètement différent. C'était profond, guttural, violent, un rugissement grave qui venait des entrailles du moteur. Un son si puissant qu'il fit vibrer le sol, qu'il fit reculer plusieurs personnes dans la foule, instinctivement. C'était le son de quelque chose de sauvage, de dangereux, quelque chose qui ne devrait pas exister dans cette petite carrosserie humble. Et puis ça s'est produit. La coccinelle n'a pas accéléré, elle a littéralement explosé vers l'avant. Les roues arrière ont tourné avec une telle force qu'elles ont laissé 2 longues marques de caoutchouc brûlées sur l'asphalte. L'arrière de la voiture s'est accroupi, tandis que l'avant s'est soulevé de quelques centimètres, comme un cheval qui se cabre. Puis elle a filé. Il n'y a pas d'autre mot pour le décrire. Elle a filé comme si elle avait été projetée par une catapulte invisible. La Porsche de Philippe a également accéléré rapidement, bien sûr, 7 secondes de 0 à 100. Ce n'est pas une blague. La voiture allemande a avancé avec une précision mécanique impeccable. Les pneus Pirelli mordant l'asphalte, le contrôle de traction distribuant parfaitement la puissance. Philippe, confiant, souriait déjà, et pensant déjà à ce qu'il allait dire pour humilier encore plus Isabelle après la victoire. Mais à 3 secondes de course, quelque chose n'allait pas. Très mal. La coccinelle n'était pas derrière. La coccinelle était devant, et ce n'était pas une petite avance. C'était une avance absurde, impossible, qui contredisait toutes les lois de la physique que Philippe connaissait. À 4 secondes, la différence était déjà de 4 à 5 mètres. À 5 secondes, 8 mètres, à 6 secondes, la coccinelle avait franchi la barre des 100 mètres, tandis que la Porsche accélérait encore. La foule était dans un silence absolu. 50 personnes paralysées, la bouche ouverte, les téléphones portables enregistrant tremblant dans leurs mains, sans pouvoir traiter ce qu'elles voyaient. Certaines personnes se frottaient littéralement les yeux comme si elles avaient des hallucinations. Quand Isabelle franchit la ligne d'arrivée des 200 mètres, la Porsche de Philippe était presque 40 mètres derrière. 40 mètres. Dans une course d'accélération, la différence était si grotesque, si absurde, que certaines personnes commencèrent à crier de pure incrédulité. La coccinelle s'arrêta doucement après la ligne d'arrivée. La Porsche franchit la ligne quelques secondes plus tard, et quand Philippe appuya sur le frein, ses mains tremblaient sur le volant. Il était pâle, le visage complètement blanc, les yeux écarquillés. Il ne pouvait pas y croire, il ne pouvait tout simplement pas traiter ce qui venait de se passer. Isabelle sortit de la coccinelle, les jambes un peu tremblantes, non pas de peur, mais de pure adrénaline. Elle avait un petit sourire sur le visage, contenu, mais il y avait quelque chose là. Satisfaction, justice, vindication, peut-être tout cela à la fois. Philippe descendit de la Porsche en titubant. Il trébucha littéralement sur ses propres pieds et dut s'appuyer sur le capot de la voiture. Son expression était celle d'un choc total, comme quelqu'un qui vient de témoigner de quelque chose de surnaturel. La foule explosa, pas encore en applaudissements. Il viendrait plus tard, mais en conversation simultanée, en cris de confusion, en expression de pur étonnement.
C'est impossible, cria quelqu'un. Ça ne peut pas être réel, dit un autre. Incroyable, affirma un troisième. Michel Bernard, l'homme à la Ferrari qui avait suggéré qu'Isabelle vende des churros, avait la bouche ouverte, littéralement pendante. Il regardait la coccinelle comme si la voiture était un extraterrestre. Ce fut alors qu'Isabelle fit quelque chose qui fit taire tout le monde à nouveau. Elle ouvrit le capot. Ce qui se trouvait à l'intérieur, mes chers amis, était une œuvre d'art. Mais pas de l'art au sens beau, délicat. C'était de l'art au sens de la perfection technique absolue et du pur génie mécanique. Ce n'était pas le moteur Boxer 4 cylindres refroidi par air de 1600 cm3 qui équipait la coccinelle de 1969 d'origine. C'était un monstre. C'était un moteur Boxer 6 cylindres entièrement personnalisé, construit à partir de zéro. Le bloc était en aluminium aéronautique, usiné avec une précision chirurgicale, connecté à un intercooler frontal massif qui occupait presque toute la partie avant de la voiture. L'injection électronique était programmable, avec une centrale Altec Elite 2500 qui contrôlait chaque aspect de la combustion. Les pistons étaient forgés dans un alliage spécial, capable de supporter des pressions absurdes. Les bielles étaient en titane aérospatial. Le système d'échappement était entièrement personnalisé en acier inoxydable chirurgical avec un collecteur dimensionné pour une efficacité de flux maximale. Chaque composant était poli, ajusté, équilibré, avec une perfection absolue. Mais le plus impressionnant n'était pas les pièces individuelles, c'était la façon dont tout était intégré. Chaque tuyau, chaque câble, chaque vis était positionné exactement là où il devait être. Il n'y avait pas de fil lâche, pas de bricolage, pas d'improvisation désespérée. C'était le travail d'un véritable ingénieur, de quelqu'un qui comprenait non seulement la mécanique, mais aussi la physique, la thermodynamique, l'aérodynamique. Le premier à réagir fut Pierre Martin, un préparateur de moteurs connu à Lyon, spécialisé dans les voitures de compétition. Il était venu à l'événement juste pour voir les supercars, mais maintenant, il était là, immobile devant le moteur de la coccinelle, avec une expression qui mêlait choc et révérence. « Mon Dieu !» murmura-t-il en s'approchant, les yeux scannant chaque détail. « C'est un travail de niveau professionnel, c'est un travail d'équipe de course. Qui a monté ce moteur pour vous ?» Isabelle le regarda et répondit avec simplicité, avec une tranquillité qui rendait la révélation encore plus puissante. « Je l'ai monté seul dans l'atelier que mon grand-père m'a laissé. » Le silence qui suivit fut différent des précédents. Ce n'était pas un silence d'attente, c'était un silence d'absorption, de traitement, d'esprits essayant de réorganiser complètement tout ce qu'ils pensaient savoir. « Seul ?» répéta Pierre, incrédule. « Seul !» confirma Isabelle. « Pendant 3 ans, toutes les nuits après avoir travaillé à l'atelier, tous les week-ends, chaque centime que je gagnais allait à l'achat de pièces, de matériaux, d'outils. » Philippe, toujours appuyé sur sa Porsche, balbutia. « C'est impossible. Vous n'avez pas pu faire ça. Vous n'avez pas les connaissances. Vous n'avez pas de formation. Quelqu'un l'a fait pour vous. Ça doit être quelqu'un. » Isabelle se tourna vers lui et à ce moment-là, il y avait quelque chose de nouveau dans ses yeux. Ce n'était pas de la colère, ce n'était pas de la vengeance, c'était de la pitié. Une pitié sincère pour un homme si limité par sa propre arrogance qu'il ne pouvait pas reconnaître le talent quand il était juste devant lui. « Je n'ai pas de formation », répéta Isabelle. Et maintenant sa voix avait une force qui fit que plusieurs personnes prêtèrent une attention totale. « J'ai étudié l'ingénierie mécanique grâce à des cours en ligne gratuits de la Sorbonne, de Polytechnique, de HEC, pendant 3 ans. Toutes les nuits, après avoir travaillé 12-13 heures à réparer des voitures à l'atelier, je restais jusqu'à 3-4 heures du matin à étudier. J'ai lu tous les manuels techniques de moteurs Porsche, Ferrari, Lamborghini, BMW M que j'ai pu trouver en PDF. J'ai appris sur le flux d'air, sur le taux de compression, sur la géométrie des soupapes, sur la dynamique de combustion, sur le transfert de chaleur, sur la pression de turbo, et j'ai appliqué tout cela à ce moteur, pièce par pièce, réglage par réglage,
test par test. Elle désigna le moteur en touchant des composants spécifiques pendant qu'elle parlait. Ce moteur a 420 chevaux, la voiture pèse 810 kilos. Mon rapport poids-puissance est d'un cheval pour chaque 9 kilos. Votre Porsche a un cheval pour chaque 8 kilos. Mathématiquement, je suis plus rapide. Je l'ai toujours été. La foule commença à applaudir lentement au début, puis plus fort, puis ce fut une ovation debout. Ce n'étaient pas des applaudissements de pitié, ce n'étaient pas des applaudissements polis. C'était une reconnaissance authentique, d'un talent extraordinaire, d'un dévouement absolu, d'un pur génie. Pierre Martin sortit une carte de visite de sa poche et la tendit à Isabelle, les mains littéralement tremblantes d'émotion. « Je travaille dans la préparation de voitures de compétition depuis 25 ans. J'ai vu le travail d'équipes professionnelles d'Europe, des États-Unis. Et ce que vous avez fait ici est aussi bon que tout ce que j'ai jamais vu. S'il vous plaît, appelez-moi. Je veux vous embaucher. J'ai besoin de quelqu'un avec votre talent. » D'autres hommes d'affaires et passionnés commencèrent à s'approcher, demandant des cartes, prenant des photos du moteur, posant des questions techniques. Isabelle répondait à toutes avec précision, citant des spécifications exactes, expliquant des choix de conception, démontrant une connaissance approfondie de chaque aspect. Michel Bernard, l'homme qui avait été si cruel au début, s'approcha, la tête baissée. « Je dois vous demander pardon, » dit-il, et il semblait sincèrement honteux. « J'ai été un idiot complet, un ignorant plein de préjugés. Ce que vous avez fait ici est extraordinaire. J'avais complètement tort à votre sujet. » Isabelle le regarda et hocha la tête, acceptant les excuses sans rancune. Mais Philippe Leclerc était toujours là, immobile, pâle, vaincu. Il avait été humilié publiquement devant des clients, des partenaires, d'autres hommes d'affaires. Il devait 10 000 os et des excuses. Alain Lefebvre, l'organisateur, s'approcha de lui. « Philippe, vous avez fait un pari devant tout le monde. Vous devez honorer votre parole. » Philippe, les mains visiblement tremblantes, sortit son chéquier de son portefeuille. Il dut écrire 3 fois, car il continuait à se tromper. Son écriture était tremblante et illisible. 10 000 euros. Quand il le tendit à Isabelle, elle le prit sans montrer de satisfaction, sans célébrer. Elle plia simplement le chèque et le rangea dans sa poche. « Vous me devez plus que de l'argent, » dit Isabelle, le regardant directement dans les yeux. Vous me devez des excuses, de vraies excuses, non pas pour moi, mais pour toutes les personnes que vous avez déjà jugées sur leur apparence, pour tous ceux que vous avez déjà méprisés parce qu'ils étaient pauvres, parce qu'ils étaient simples, parce qu'ils n'avaient pas ce que vous avez. Et alors Philippe, complètement brisé, fit quelque chose que personne n'attendait. Il pleura. De vraies larmes coulèrent sur son visage, tandis qu'il balbutiait. « Je suis désolé, je suis vraiment désolé. J'ai été horrible, j'ai été cruel. Je suis exactement le genre de personne que j'ai toujours méprisé. Je suis désolé. Voyez-vous, mes chers amis, il y a des moments dans la vie qui sont des tournants. Ce samedi d'octobre fut l'un de ces moments, non seulement pour Isabelle, mais pour tous ceux qui étaient là, car être témoin d'un tel retournement de situation change quelque chose en nous, vous comprenez. Après que Philippe se fut excusé, et croyez-moi, ce furent de vraies excuses, avec des larmes et tout. Quelque chose d'intéressant commença à se produire. Les gens qui avaient ri, qui avaient fait des blagues cruelles, qui s'étaient joints à l'humiliation, commencèrent à s'approcher d'Isabelle, un par un, la tête basse. La femme au sac Hermès, qui avait suggéré d'appeler la sécurité, fut l'une des premières. « Mademoiselle, je me suis comporté terriblement. Je n'ai aucune excuse pour ce que j'ai fait. C'était de la pure discrimination et j'en ai profondément honte. » Elle tenait son sac coûteux contre sa poitrine comme un bouclier, mais ses mots semblaient sincères. Un par un, ils vinrent. L'homme qui avait dit qu'une femme ne s'y connaissait pas en voiture, le jeune homme d'affaires qui avait suggéré qu'elle cherchait un mari riche. Même des personnes qui n'avaient fait que regarder sans faire de commentaires directs ressentirent le besoin de s'excuser d'avoir fait partie de cette cruauté collective. Isabelle recevait chaque demande de pardon avec une dignité silencieuse, hochant la tête,
sans rancune visible, mais aussi sans faire en sorte que quiconque se sente facilement pardonné. Il y avait une leçon là, et elle laissait chaque personne porter le poids de son propre comportement. Pierre Martin, le préparateur de moteurs, ne quittait pas la coccinelle. Il continuait d'examiner chaque détail, posant des questions techniques auxquelles Isabelle répondait avec une précision impressionnante. « Comment avez-vous réussi à équilibrer le turbo sans équipement professionnel ?» Et il insistait. « Radiateur double personnalisé avec ventilateur électrique à flux inversé et huile synthétique haute performance », expliquait-elle. Chaque réponse impressionnait davantage Pierre. « Vous devez travailler avec moi. Sérieusement ? Je paie bien, très bien. Vous pouvez fixer votre salaire. » Isabelle sourit pour la première fois vraiment ce matin-là. Un petit sourire, mais sincère. « Je vais réfléchir à votre invitation. Merci. Mais j'ai l'atelier de mon grand-père. C'est tout ce qui me reste de ma famille. Je ne peux pas l'abandonner. » Philippe, qui s'était éloigné à l'ombre, traitant toujours l'humiliation, observait tout de loin. Il voyait Isabelle être célébrée, voyait des hommes d'affaires échanger des cartes avec elle, voyait le respect qu'elle recevait maintenant. Et quelque chose en lui, peut-être pour la première fois de sa vie d'adulte, ressentit une vraie honte. Non pas la honte d'avoir perdu, mais la honte de qui il était en tant que personne. Il pensa à son ex-femme qu'il avait quittée 2 ans auparavant. Elle avait dit des choses similaires en partant, qu'il était arrogant, cruel envers les gens qu'il considérait inférieurs, qu'il mesurait la valeur des gens à la taille de leur compte en banque. À l'époque, Philippe avait pensé qu'elle était dramatique, qu'elle exagérait, mais maintenant, en voyant cette jeune femme de 24 ans qu'il avait tenté de détruire avec des mots, il réalisa que son ex-femme avait absolument raison. Alain Lefebvre, l'organisateur de l'événement, s'approcha d'Isabelle avec un large sourire. « Mademoiselle, ce que vous avez fait ici aujourd'hui va devenir une légende. J'ai organisé cet événement ces 8 dernières années. J'ai vu des centaines de voitures incroyables, mais jamais je n'ai vu quelque chose comme ça. Voulez-vous exposer votre coccinelle à l'intérieur? Une place de choix sans frais, ce serait un honneur. » Isabelle regarda la coccinelle, cette voiture délavée et bosselée qui gardait tant de signification, tant de travail, tant d'amour. « Ce serait mon grand-père qui serait fier, » dit-elle, la voix un peu étranglée. « Il m'a appris que le talent n'a pas besoin de luxe pour être prouvé, qu'un travail honnête vaut plus qu'une ostentation vide. » Pierre posa la main sur son épaule, un geste paternel. « Votre grand-père vous a bien enseigné, et il est sûrement fier où qu'il soit. » La foule commença à se disperser peu à peu, mais un groupe de passionnés d'automobile resta autour de la coccinelle, posant des questions, prenant des photos, notant des spécifications techniques. Isabelle répondit à tous avec patience, expliquant les processus, partageant librement ses connaissances. Philippe trouva finalement le courage de s'approcher à nouveau. Il s'arrêta à environ 3 mètres de distance, attendant qu'Isabelle le remarque. Quand elle le regarda, Philippe vit quelque chose dans ses yeux qui le fit se sentir encore plus mal. De la compassion. Elle ne se réjouissait pas de sa victoire, elle ne célébrait pas sa défaite. Elle avait pitié de lui. « Isabelle, dit-il, la voix encore faible, je dois vous dire quelque chose. Ce que vous avez fait aujourd'hui n'était pas seulement gagner une course. Vous m'avez montré à quel point je m'étais perdu en tant que personne. » Il respira profondément. « Je n'attends pas que vous me pardonniez. Je ne le mérite même pas, mais je veux que vous sachiez que je vais essayer d'être différent. Meilleur. » Isabelle étudia son visage pendant un long moment. « Philippe, le talent n'a pas de genre, la valeur n'a pas de prix et la dignité ne se vend pas dans une concession de luxe. J'espère que vous apprendrez cela pour de bon, non seulement aujourd'hui, mais chaque jour de votre vie. » Il hocha la tête, incapable de parler, et s'éloigna. Quand le soleil commença à devenir plus fort, vers midi, Isabelle ferma finalement le capot de la coccinelle. Elle avait plusieurs cartes de visite dans sa poche, des invitations à des emplois, des propositions de partenariat. Mais plus important que tout cela, elle avait prouvé quelque chose de fondamental, que le préjugé n'est que de l'ignorance déguisée en certitude.
et que le vrai talent trouve toujours son chemin, un peu importe le nombre de portes qui lui sont fermées au nez. 2 ans et demi se sont écoulés depuis ce jour sur le parking de Rexpo. 2 ans et demi qui ont complètement transformé la vie d'Isabelle Dubois. Si vous passez aujourd'hui par l'avenue Jean Jaurès, dans la zone industrielle de Lyon, vous trouverez un immense entrepôt de 100 000 pelletras, avec une façade moderne en verre et en acier. À l'entrée, il y a une enseigne lumineuse qui dit « Atelier Dubois Performance, préparation et restauration automobile ». Et juste en dessous, dans une vitrine spéciale avec son propre éclairage, est exposée une coccinelle bleue délavée de 1969 avec des bosses sur la carrosserie et la peinture écaillée. À côté d'elle, une petite plaque de bronze avec l'inscription « Ne jugez jamais un moteur par son capot délavé ». Isabelle a maintenant 26 ans. Elle dirige une équipe de 15 employés, 7 mécaniciens spécialisés, 3 assistants, 2 peintres, un électricien automobile, un soudeur et une réceptionniste. Son atelier est devenu une référence nationale en préparation de moteurs classiques et de voitures de compétition. Elle sert des clients de Paris, Marseille, Toulouse, Bordeaux. Elle a déjà préparé des voitures qui ont concouru dans des catégories professionnelles et ont remporté des podiums. Mais le plus incroyable, ce qui m'émeut vraiment quand j'y pense, c'est qu'Isabelle n'a jamais oublié d'où elle venait. Elle a créé un programme de mentorat gratuit pour les jeunes des quartiers défavorisés qui veulent apprendre la mécanique. Tous les samedis matins, 10 adolescents passent 4 heures dans son atelier, apprenant les bases, recevant des conseils, obtenant une chance que la vie n'offrirait normalement pas. « Mon grand-père m'a donné cette opportunité », dit-elle à ceux qui lui demandent pourquoi elle fait cela. « Je ne fais que la transmettre. » L'histoire de la course contre Philippe Leclerc est devenue une légende dans le milieu automobile. Elle a fait le buzz sur Internet. Elle a fait l'objet d'articles dans des magazines spécialisés. Elle a même été racontée dans un célèbre podcast sur les voitures. Isabelle a été invitée à donner des conférences dans des universités, à participer à des émissions de télévision, à collaborer avec des constructeurs automobiles sur des projets spéciaux de véhicules conceptuels. Elle est devenue le symbole que le talent et la détermination l'emportent sur tout préjugé, toute limitation imposée par la société. Et Philippe Leclerc, eh bien son histoire a pris un tournant que personne n'attendait. La Leclerc Motors, ce réseau de 5 concessions qui rapportait des millions, commença à s'effondrer environ 1 an après l'incident. Philippe prit une série de décisions commerciales désastreuses, motivées plus par l'arrogance que par la stratégie. Il s'est développé trop rapidement. Il a investi dans des affaires risquées sans planification adéquate. Il a traité les employés et les partenaires avec le même mépris qu'il avait toujours démontré. Les gens se sont lassés. Les clients ont migré vers les concurrents. Les employés ont démissionné en masse. Les partenaires ont rompu leurs contrats. En 18 mois, il a perdu 3 de ses 5 concessions. Les 2 qui restaient fonctionnaient à perte, soutenus uniquement par la vente d'actifs. Thibault, pour la première fois de sa vie, a fait face à la possibilité réelle de la faillite, de tout perdre. C'est alors qu'il a fait quelque chose de surprenant. Il a cherché Béatrice, est apparu à son atelier un jeudi après-midi, ne conduisant plus une Porsche, mais une Civic d'occasion. Il était plus maigre, avec plus de cheveux blancs et de profondes cernes. Il a demandé à lui parler en privé. Dans le petit bureau au fond du hangar, Thibault a dit quelque chose que Béatrice n'aurait jamais imaginé entendre. Béatrice aurait pu le renvoyer. Elle aurait pu se réjouir de sa chute, célébrer la vengeance poétique, mais elle ne l'a pas fait, car la vengeance n'a jamais été son objectif. Elle a offert à Thibault un poste de consultant commercial, un salaire modeste, rien comparé à ce qu'il gagnait avant, mais honnête. Elle a dit « Tu peux m'aider à me développer sur ce segment, mais ici, on travaille avec respect. Tout le monde est traité avec dignité, du personnel d'entretien au gérant. » Thibault a accepté, et au cours des 10 derniers mois, en travaillant à l'atelier Dubois Performance, il a appris des choses que 54 ans de vie ne lui avaient pas enseignées. Il a appris à saluer le personnel d'entretien par son nom.
Il a appris à écouter les mécaniciens lorsqu'ils expliquent des problèmes techniques. Il a appris que le talent existe partout, surtout là où l'arrogance ne permet pas de le voir. Il a finalement appris que le respect ne s'achète pas avec de l'argent, il se gagne avec du caractère. Il y a un moment chaque semaine qui m'émeut particulièrement. C'est quand Béatrice réunit les jeunes du programme de mentorat et raconte l'histoire de la coccinelle bleue. Elle leur montre la voiture, ouvre le capot, explique chaque modification et termine toujours en disant la même chose. Vous n'avez pas besoin d'argent pour avoir du talent. Vous n'avez pas besoin de luxe pour avoir de la valeur. Vous avez juste besoin de dévouement, d'étude et du courage, de prouver que vous en êtes capable, même quand le monde entier dit le contraire. Et savez-vous ce qui est le plus beau? Thibaut assiste toujours à ses conférences, debout au fond du hangar, et il a toujours des larmes dans les yeux, parce qu'il sait mieux que quiconque à quel point ses mots sont vrais et combien il lui a coûté cher de l'avoir appris trop tard. L'histoire de la mécanicienne et de la coccinelle bleue nous enseigne quelque chose de fondamental. Les apparences sont trompeuses, les préjugés aveugles, mais le vrai talent trouve toujours son chemin. Et parfois, juste parfois, même les personnes les plus perdues parviennent à trouver la rédemption quand quelqu'un d'assez bienveillant leur offre une seconde chance. Oui,